Donc j'ai choisi un titre un petit peu provocateur, Éloge du doute. J'avais fait il y a bien longtemps à l'Académie du Var une conférence qui s'intitulait Éloge du scepticisme. J'ai repris certains éléments de cette conférence, mais je vous présente malgré tout une conférence entièrement nouvelle. Donc éloge du doute, et on va partir pour cet éloge du doute d'une formule de Nietzsche, une de mes préférées d'ailleurs, je l'ai très souvent citée. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. On verra tout à l'heure dans la conférence que Nietzsche a écrit presque le contraire. Alors certains diront que ce n'est pas étonnant, il dit tout et n'importe quoi. Non, on verra qu'il n'y a pas de contradiction, mais il a corrigé, disons, le caractère excessif de cette formule dans une autre formule. Donc, mais cette formule, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Il faut la replacer un petit peu dans son contexte. Nietzsche a été confronté dans sa jeunesse, au moment où il était à l'université de Bâle et où fréquentait Richard Wagner et les milieux wagnériens, il a été confronté aux certitudes dangereuses de l'idéologie politique, du nationalisme wagnérien, de l'antisémitisme des milieux wagnériens, et donc je pense qu'il a ça en tête quand il écrit cette formule. Le doute peut rendre fou, mais la certitude rend bien plus folle encore, et c'est pas aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu autour des attentats islamistes, qu'on peut douter de cette formule de Nietzsche qui est profondément exacte. Alors on va commencer dans une première partie de cette conférence par rappeler les critiques classiques, les attaques générales qui ont commencé dès l'apparition même de cette philosophie sceptique, les critiques du doute et de la philosophie sceptique en général. On a une mauvaise image du doute, et il y a de bonnes raisons à cela. On a une mauvaise image de doute. Le doute est considéré comme une faiblesse. Surtout une faiblesse de caractère, au fond, une faiblesse de la volonté. L'individu qui doute, c'est l'individu qui n'ose pas prendre position, qui n'ose pas s'engager. Puisque je parle d'engagement, je ferai une conférence à Paris au mois d'octobre sur le thème de l'engagement. C'est le thème qui a été retenu par la Conférence nationale des académies. Et donc, je travaille un peu sur ce sujet en ce moment. Donc, le doute serait une faiblesse de caractère. Et Descartes est paradoxal et intéressant, puisque c'est le philosophe qui a érigé le doute, comme chacun sait, en méthode philosophique, on y reviendra dans quelques instants, c'est ce même Descartes qui, ayant érigé le doute en méthode philosophique, dit pourtant que le doute caractérise les esprits faibles et chancelants. Je vous cite la formule qu'on trouve dans le discours de la méthode. « Et ceci fut capable dès lors de me délivrer de tous les repentirs et les remords, qui ont coutume d'agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants, qui se laissent aller inconstamment à pratiquer comme bonnes les choses qu'ils jugent après être mauvaises. » Voilà. Nous sommes dans la seconde maxime de la morale provisoire, c'est dans la troisième partie du discours de la méthode. Descartes a pratiqué le doute, il a pratiqué le doute métaphysique, il a mis en doute tout ce qu'il croyait certain, comme vous le savez, mais il fait des efforts démesurés pour qu'on ne le prenne pas pour un sceptique. Il a très peur qu'on le prenne pour un sceptique. Il y a quantité de formules dans lesquelles il marque sa distance. Donc, c'est une méthode, c'est un chemin. Méthode vient du grec odos, vous le savez peut-être. Odos, c'est le chemin en grec. Donc, avoir une méthode, c'est avoir un chemin qui permet d'arriver à un but. Quel est le but? C'est d'être en possession de la première vérité indiscutable, indubitable, et dans indubitable, adjectif que Descartes utilise largement, vous avez la notion même de doute, indubitable, ce qui n'est susceptible d'aucun doute. Donc il s'agit de pratiquer ce doute pour arriver à une première vérité indubitable qui sera, comme chacun sait, je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui là-dessus, le cogito, le je pense. Bon, si je doute de tout, je pense, puisque je doute, et je ne peux pas douter que je doute, puisque si je doute que je doute, je doute. Bien, voilà, tout le monde a compris. Bien, donc Descartes, en fait, distingue, on va y revenir, le doute intellectuel, le doute philosophique, le doute même métaphysique qu'il va pratiquer, et le doute pratique. Donc il se rend compte, après avoir pratiqué le doute dans les deux premières parties du discours de la méthode, qu'il faut bien continuer à vivre. Descartes n'est pas un ange, c'est un humain qui tous les jours doit prendre des décisions pour se nourrir, pour se défendre s'il est attaqué, que sais-je, il a été militaire au début de sa vie. Donc, douter est impossible sur un plan pratique. Je suis obligé de prendre des décisions, de faire comme si j'avais des certitudes pour agir. Et donc, le doute sur un plan pratique, c'est une hésitation coupable
qui empêche au fond la prise de décision. C'est une entrave à la prise de décision. Et Descartes renvoie à une image qui est célèbre à son époque, qui vient d'un philosophe du Moyen-Âge, portugais si ma mémoire est bonne, c'est le fameux âne de Buridan. Alors, je vais sans doute arracher des larmes à certains d'entre vous, j'en suis désolé, pardonnez-moi. L'âne de Buridan est mort de faim et de soif entre un seau d'eau et un seau d'avoine. Sortez vos mouchoirs. Pourquoi? Parce qu'il avait autant soif que faim, et autant faim que soif. Donc si vous avez fait un peu de physique, j'ai des souvenirs un peu douloureux des cours de physique, mais je ne sais pas vous, le parallélogramme des forces, vous vous souvenez de ça dans vos études, hein? Donc il y a deux forces, hein? L'une qui pousse l'âne vers le seau d'eau, et l'autre exactement de la même puissance qui pousse l'âne vers le seau d'avoine. Et la résultante des forces, elle est au milieu, évidemment, entre le seau d'eau et le seau d'avoine, et l'âne meurt de faim et de soif entre le seau d'eau et le seau d'avoine. C'est une histoire terrible, j'ai encore les larmes qui coulent quand je vous l'évoque aujourd'hui. Donc ça veut dire que le doute extrême est paralysant. Hein, bon. En fait, pourquoi Descartes se réfère-t-il à cette image qui est bien trouvée, reconnaissons-le, qui est une belle image de l'âne de Buridan? C'est pour introduire précisément son idée de libre arbitre. Nous ne sommes pas des ânes. Aucun humain ne se laisserait mourir de faim et de soif, alors peut-être même pas un âne d'ailleurs, hein. Je sais, il y a sûrement des défenseurs de l'âne parmi vous qui vont s'ériger contre ce que je suis en train de dire. Non, un âne non plus. Mais enfin, admettons, peut-être qu'un âne resterait coincé entre le seau d'eau et le seau d'avoine, mais un humain non. Pourquoi? Parce que l'humain est doté de libre arbitre. Donc même s'il y a deux forces qui poussent son corps dans deux directions opposées, il ne reste pas tanké, comme on dit dans le Midi, entre le seau d'eau et le seau d'avoine. Il crée en lui-même une impulsion, ça s'appelle le libre arbitre, ça s'appelle la volonté, qui va faire qu'il va choisir d'aller vers le seau d'eau ou d'aller vers le seau d'avoine. Bien. Donc ce qui est vrai de l'âne n'est pas vrai de l'humain. Et effectivement, on a sur ce plan-là, à la suite de Descartes, deux philosophes qui vont dans le même sens, au niveau de la volonté, au niveau de l'action. On a André Malraux, sur la gauche de l'écran, André Malraux qui nous dit, dans l'espoir, toute action est manichéenne. C'est une belle formule, je trouve. Toute action est manichéenne. L'action ne peut pas ne pas être manichéenne. Agir, c'est privilégier, c'est choisir une direction et donc rejeter l'autre direction. Hein, j'ai un chemin qui part à droite, j'ai un chemin qui part à gauche. Ne voyez aucune allusion politique dans cette image. Hein. Je choisis de prendre le chemin de droite, donc j'élimine le chemin de gauche que je considère comme mauvais, dangereux, inintéressant. Bon, choisir, c'est éliminer. Vous avez André Gide, vous le savez, qui a dit des merveilles sur ce sujet. C'est au cœur de tous les premiers livres d'André Gide. Il parle en particulier, évidemment, de l'amour. Pardonnez une référence très masculine, mais mesdames, vous pouvez traduire ça dans votre langage féminin. Choisir une femme, c'est éliminer toutes les autres. Ben, oui, évidemment. Hein, bon. Alors, on peut évidemment tricher un peu sur les bords, à la marge. Enfin, bon, on ne peut pas aimer toutes les femmes de la planète, c'est pas possible. Donc en choisir une, c'est éliminer les autres. Et Nietzsche, le même Nietzsche, et c'est là qu'intervient l'apparente contradiction dont je parlais il y a quelques instants, le même Nietzsche qui valorise le doute, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Ce même Nietzsche dénonce dans La naissance de la tragédie, à travers le symbole d'Hamlet, le doute qui serait contraire au dynamisme de la vie. Alors je vais vous lire quelques lignes, vous allez voir, et ensuite on va résoudre bien sûr la contradiction, parce que vous doutez bien qu'il n'y a pas de contradiction chez Nietzsche, bien entendu. Chez aucun philosophe d'ailleurs, il y a des contradictions. L'extase dionysienne, écrit Nietzsche. L'extase dionysienne, c'est l'extase qui est provoquée par le chant du chœur grec sur la scène du théâtre grec. En abolissant les frontières habituelles de l'existence, comporte pendant qu'elle dure un élément léthargique où vient plonger tout ce que l'individu a vécu antérieurement. Ce fossé d'oubli sépare la réalité quotidienne du monde de la réalité dionysienne, mais sitôt que la première s'impose de nouveau à la conscience, elle est ressentie avec dégoût. Le fruit de cet état est une disposition ascétique hostile à la vie. En ce sens, l'homme dionysien s'apparente à Hamlet, symbole même du doute, hein, to be or not to be. Tous deux ont jeté un regard sur l'essence des choses, tous deux savent et ils n'ont que dégoût pour l'action. Leur action, en effet, ne peut rien changer à l'immuable essence des choses. Ils estiment risible ou injurieux qu'on leur demande de rétablir dans son ordre un monde sorti de ce gond. Et vous avez cette formule qui est très belle, que j'ai
eu l'audace de proposer à mes étudiants un sujet de dissertation, mais bon, il faut un peu de sadisme quand même pour être enseignant. La connaissance tue l'action. Pour agir, il faut que les yeux se voilent d'un bandeau d'illusions. Je répète, hein, la connaissance tue l'action. Pour agir, il faut que les yeux se voilent d'un bandeau d'illusions. On rejoint Malraux, toute action est manichéenne, ce n'est pas un éloge du tout du manichéisme, ça veut dire effectivement qu'il faut être dans une certaine illusion pour agir, il faut faire comme si on savait, comme si on était certain, et qu'il y a donc une sorte de naïveté de l'action qui est aux antipodes, précisément, de la théorie qui, elle, amène du doute, de la suspicion, de la remise en cause, et une sorte de dégoût, au fond, pour ce réel qui m'oblige à prendre des décisions alors que je n'ai pas les moyens intellectuels de prendre des décisions. Et donc, on a une mauvaise image du scepticisme, pour différentes raisons, des raisons qui sont fondées pour certaines d'entre elles. Première raison, c'est le doute absolu, ce doute qu'on attribue aux sceptiques, on va voir qu'il faut nuancer cela, est tout simplement impossible. On ne peut pas douter absolument. Et là encore, on va se référer à ce que dit à ce sujet Descartes, toujours dans le discours de la méthode, cette fois dans la 4e partie. Je le cite. « J'avais dès longtemps remarqué que pour les mœurs ça veut dire l'action, hein, ici, la pratique, mais ce n'est pas le terme qu'on emploie au XVIIe siècle. J'avais remarqué que pour les mœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu'on sait être fort incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables, c'est-à-dire comme si elles étaient indubitables. Mais parce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je fisse tout le contraire. C'est beau, hein, ce subjonctif imparfait, moi j'ai des frissons, hein, des frissons. Je pensais, quel philosophe qui ose employer un subjonctif imparfait aujourd'hui, à part Granarolo. Je pensais qu'il fallait que je fisse tout le contraire et que je rejetasse, encore plus beau, que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point après cela quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable. Donc vous voyez tout l'effort de Descartes pour distinguer ces deux domaines, les mœurs, la recherche de la vérité. Les mœurs, c'est le temps de l'urgence. Je ne peux pas attendre d'avoir une certitude. Bon, je suis attaqué un soir en rentrant chez moi par un malfrat. Je lui dis, revenez demain, je n'ai pas encore réglé mon problème d'autodéfense. Non. Ça n'attend pas, l'action n'attend pas, je décide tout de suite, je me défends, je ne me défends pas, je lui donne ma carte bleue ou pas, bon, mais l'action est manichéenne et je dois prendre une décision, je n'ai pas le temps d'attendre d'avoir une vérité. Tandis qu'au niveau, et Descartes retrouve la vieille notion grecque au fond de théoria, hein, bon, ce qui est merveilleux, disaient les Grecs, dans la théorie, c'est que précisément dans la théorie, et Platon a écrit des pages admirables à ce sujet, vous le savez sans doute, on a tout le temps. Qu'est-ce qui se passe à la fin des premiers dialogues de Platon? On s'est posé une question, et puis on arrive au terme du dialogue, et Socrate dit, on n'a toujours pas trouvé la réponse. On se reverra demain matin. On a tout le temps. Bon. Vous essayez, en dehors de l'urgence évidemment scolaire qui fausse les données, mais vous êtes en train par plaisir d'essayer de résoudre un problème de géométrie, vous n'y arrivez pas, aucun problème. Vous reprendrez demain ou la semaine prochaine. La théorie a ce luxe, au fond, d'être en dehors de la temporalité, d'une certaine manière dans l'éternité. Quand je suis dans la théorie, je suis dans l'intemporalité. L'action, elle est dans le temps, et le temps, c'est toujours le temps de l'urgence. Descartes multiplie les précautions oratoires tout au long du discours de la méthode, tout au long des méditations métaphysiques, pour ne pas passer pour un sceptique. Il semble avoir une peur bleue de passer pour un sceptique. Il ironise sur ce que j'appelle, je le cite littéralement, les extravagantes suppositions des sceptiques. Les extravagantes suppositions des sceptiques. Donc le scepticisme ne peut pas être radicalisé, un scepticisme absolu semble impossible, et le scepticisme serait, ce qui est évidemment plus grave d'un point de vue philosophique, si l'accusation est justifiée, on va voir que c'est plus compliqué que ça, le scepticisme serait contradictoire. Alors plutôt que de me lancer dans une longue digression, dans une longue argumentation, je me contenterai pour vous montrer cela d'une anecdote que se racontent entre eux les professeurs de philosophie. Un jeune professeur de philosophie, tout feu, tout flamme, débutant, arrive devant sa classe et proclame avec des trémolos dans la voix devant les élèves, « Jeunes gens, il faut douter de tout !»
Et le plus malin, au fond de la classe, lève le doigt. « Vous en êtes sûr, monsieur ?» Donc, le scepticisme serait contradictoire. Il doute de tout sauf de son propre doute. Il ne doute pas de son doute. Et donc, en fait, le scepticisme est un dogmatisme d'une certaine manière, c'est-à-dire il pose une thèse, il pose un dogme. Donc, le scepticisme serait une philosophie négative, voire nihiliste même, au sens moderne du terme. Le fondateur du scepticisme est un grand monsieur qui s'appelle Pyrrhon d'Élise, qui a vécu à cheval sur le 4e et 3e siècle avant notre ère. Et Pyrrhon s'est toujours réclamé dans sa philosophie de Socrate. Tout le monde s'est réclamé de Socrate. Socrate a ouvert la voie à quantité d'écoles très différentes les unes des autres. Il a joué un rôle capital dans la pensée grecque. Pyrrhon, lui, se réclame du « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Voilà, c'est le point de départ. Bon, d'autres philosophes ont pris à bras le corps d'autres paroles de Socrate. Paroles seulement, puisque vous savez comme moi que Socrate n'a rien écrit. Bon, donc c'est facile ensuite, évidemment, de lui faire dire beaucoup de choses. Bon. Socrate, précisément, fut accusé de son vivant, c'est pour ça qu'on lui a fait boire la ciguë, mais ensuite, par les générations suivantes, fut accusé d'être un destructeur, fut accusé d'être un nihiliste. Et si j'ose employer ce terme moderne du 19e siècle, c'est parce qu'on trouve chez Nietzsche quantité d'accusations contre Socrate. Nietzsche accuse Socrate d'être un destructeur qui a fait s'effondrer la grande et belle civilisation grecque. Nietzsche a une admiration sans borne, et ce sera le cas tout à l'heure de mon ami Marcel Conche et du regretté Marcel Conche, auquel je consacrerai les derniers moments de cette conférence. Il a une admiration sans borne pour ceux qu'il appelle les pré-socratiques et que Marcel Conche préfère appeler les anté-socratiques, parce que dans le pré, il y a une notion un peu de primitivité. Non, ils sont simplement venus avant Socrate. Donc Marcel Conche a raison de changer le vocabulaire. Il ne faut pas plus parler de pré-socratique, mais d'anté-socratique. Donc Nietzsche a une admiration sans borne pour Héraclite, Empédocle et tous ces philosophes. Il a écrit de très belles choses, il a fait des cours à l'université de Bâle sur ces philosophes. Par contre, il considère, mais il n'est pas tout à fait nouveau sur ce plan-là, Hegel, qui est très éloigné de Nietzsche. Hegel est un rationaliste pur et dur, alors que Nietzsche a des distances considérables par rapport au rationalisme au sens étroit du terme. Hegel avait dit à peu près la même chose. Hegel écrit même quelque chose que Nietzsche n'a pas osé écrire. C'est dire, hein, j'avais plaisir à dire cela devant mes étudiants. Hegel a osé dire « Les Grecs ont tué Socrate, ils ont bien fait ». Nietzsche n'a jamais écrit cela. Il n'est pas allé jusque-là. Hegel va plus loin que Nietzsche. Hegel considère qu'effectivement, les interrogations de Socrate ont miné les certitudes, les convictions, les valeurs, mais c'est un terme complètement anachronique, mais on va l'employer par commodité, le système de valeurs qui mettait en route la belle civilisation grecque a été miné, sapé à la base par les interrogations de Socrate, qui a mis la pagaille dans Athènes, et au fond, alors Hegel ajoute un autre argument, je vous le donne, puisque je vous fais cette petite incursion chez Hegel. Hegel fait cette très belle remarque, ils ont bien fait de tuer Socrate, mais, ajoute-t-il, ça n'a servi à rien. C'était déjà trop tard. Puisqu'ils ont été atteints par les interrogations de Socrate, ça veut dire qu'ils étaient déjà fragiles. Quand quelqu'un est atteint par l'argument d'un adversaire, c'est qu'il est déjà fragile, sinon il résiste à l'argument de l'adversaire. Et preuve en est, dit Hegel, que quelques années après le procès et la mise à mort de Socrate, les Athéniens se sentent obligés de faire un contre-procès de réhabilitation. Ils réhabilitent Socrate, ils s'en veulent d'avoir condamné Socrate à mort. Passez-moi l'expression, ils sont cuits. Bon, voilà, ils sont cuits. Donc le scepticisme serait en fait duplicité. Le sceptique serait, alors ça c'est évidemment une accusation morale extrêmement grave, il y aurait une grande duplicité chez les sceptiques qui feraient semblant de douter de tout, mais qui n'appliqueraient pas à eux-mêmes leur propre méthode. Et c'est là que Pyrrhon est exemplaire. Et on verra tout à l'heure ce qu'en dit Marcel Conche. Pyrrhon lui-même est allé au bout de son scepticisme, il n'est pas du tout dans la duplicité, on a 1000 anecdotes qui nous le prouvent, et l'une des plus belles anecdotes, comme disent nos amis italiens, si non è vero è ben trovato. Bon. Cette anecdote est la suivante. Pyrrhon déambule sur un chemin
praticable par des chars, hein, ça veut dire ça à l'époque. Il déambule avec ses élèves sur un chemin, c'est comme ça que les Grecs fonctionnaient, vous le savez. Hein, bon, il faut attendre le 21e siècle et la personne dégradée de Philippe Granarolo pour que le philosophe pratique assis. Hein, bon. Donc les philosophes, il n'y a pas que les disciples d'Aristote, qu'on a appelés, vous le savez, les péripatéticiens, hein, pas les péripatéticiennes, mais les péripatéticiens. Hein, les Grecs parlaient debout et philosophaient en marchant. Et Nietzsche a retrouvé cela. Lui, il a beaucoup philosophé en marchant. Il marchait 7 à 8 heures par jour, notre ami Nietzsche. Et donc il y a une anecdote qui court sur Pyrrhon, qui était souvent citée à l'époque, qui est la suivante. Pyrrhon est avec ses disciples au milieu de la route, et on voit arriver à centaine de mètres ou un peu plus, un char tiré par 8 chevaux qui arrive à très très grande vitesse. Donc les disciples s'écartent et avec stupéfaction, ils voient Pyrrhon rester au milieu du chemin. « Maître, maître, vous allez vous faire écraser !» Et Pyrrhon répond « Je n'ai aucun critère qui m'assure de la vérité de cette perception. » Extraordinaire. Alors bien sûr, les disciples ont eu pitié, hein. Ils se sont emparés de Pyrrhon, sinon le pauvre Pyrrhon serait mort. Mais il était prêt à mourir pour ça. Hein. Aucun critère ne m'assure de la vérité de cette perfection. Oui, je vois comme vous un cheval, mais est-ce la vérité? Dois-je me fier à ma sensibilité? Dois-je me fier aux images qui arrivent à mon cerveau, dirait-on aujourd'hui? Ben non, il n'y a aucune raison. Hein. Donc Pyrrhon n'est certainement pas coupable de duplicité. On a vu, donc on est parti des objections classiques à l'égard du doute et du scepticisme. On va maintenant voir quelles sont les réponses qui ont été données traditionnellement à ces attaques avant d'en arriver dans la dernière partie de la conférence à Marcel Conche. Premier type de réponse, les réponses aux objections logiques. On a vu, le scepticisme serait contradictoire. Le sceptique se contredirait parce qu'il affirmerait dogmatiquement, donc, hein, comme une vérité, l'impossibilité de savoir. Donc le sceptique a un dogme, un dogma, dogmatique n'est pas un terme péjoratif chez les Grecs. Hein. Dogmatique veut dire quelqu'un qui a un dogme, c'est-à-dire qui a une thèse. Voilà, qui a une thèse. Quelqu'un qui a une thèse est dogmatique. Donc tous les philosophes sont dogmatiques parce qu'ils ont des thèses, et les philosophes qui ont attaqué le scepticisme ont eu beau jeu de dire, ben, vous voyez, les sceptiques sont des dogmatiques comme les autres, puisqu'ils ont un dogme, il n'y a pas de vérité, la vérité est inatteignable, et c'est un dogme sur lequel ils ne reviennent jamais. Mais en réalité, si on s'aperçoit, si on lit de près les sceptiques, et Pyrrhon en particulier, c'est ce que Marcel Conche a fait, il a été un des premiers à revenir au texte de Pyrrhon, que personne ne lisait plus. Le sceptique n'affirme même pas cette impossibilité. Il n'y a pas chez le sceptique, il n'y a pas chez Pyrrhon, une affirmation de l'impossibilité du savoir. La thèse qui affirme la possibilité ou l'impossibilité d'atteindre le vrai, comme toutes les thèses, c'est un possible. C'est un possible à propos duquel le sceptique nous demande simplement de suspendre notre jugement, de pratiquer. Le terme sera repris par Husserl, et la phénoménologie de Husserl, le 20e siècle, l'époquer, la mise entre parenthèses. Hein, la mise entre parenthèses. Donc, par rapport à la possibilité d'atteindre la vérité ou par rapport à l'impossibilité d'atteindre la vérité, le sceptique ne tranche pas. Hein, bon, il est devant deux possibles, il suspend son jugement, hein, il met entre parenthèses l'adhésion à l'une ou l'autre de ces thèses. Sceptique vient d'un verbe grec skepten, qui signifie examiner avec attention, scruter. Donc le sceptique va scruter ces thèses, mais avec effectivement une sorte de conviction. Celle-là, oui, elle est réelle, cette conviction. Non pas que la vérité est impossible à atteindre, mais que aussi longtemps qu'on scrutera cette thèse, l'une des deux thèses, on peut atteindre la vérité ou bien on ne peut pas atteindre la vérité, aussi longtemps qu'on scrutera l'une ou l'autre de ces deux thèses, jamais on n'arrivera à trancher de façon définitive entre ces deux possibles. Nous sommes devant deux possibles qui résisteront à toute réfutation. Hein. On est un peu dans ce que Popper appelle au XXe siècle l'infalsiabilité. Hein. Bon. Ces thèses ne sont pas falsifiables. Elles ne sont pas falsifiables. Elles sont pas vraies, mais elles ne sont pas falsifiables. Donc, il y a des réponses nombreuses qui ont été apportées par rapport aux objections logiques, et puis il y a des réponses apportées aux objections pratiques. Et là, on revient à notre ami Descartes. Descartes, même s'il dénonce de façon parfois injuste le scepticisme,
apporte cependant une aide précieuse au scepticisme. Nous avons vu tout à l'heure comment il distingue les mœurs, c'est-à-dire la pratique, l'action quotidienne, et la recherche de la vérité. Autrement dit, Descartes apporte au scepticisme un argument de poids, en fait qu'il n'invente pas, cet argument il l'a trouvé chez les sceptiques eux-mêmes, en réalité, mais il ne le dit pas. Je peux me donner pour agir des certitudes provisoires. C'est pour ça que Descartes se donne dans le discours de la méthode ce qu'il appelle une morale provisoire, une morale par provision. Tous les commentateurs de Descartes ont eu beau jeu de montrer que la morale provisoire de Descartes est la morale définitive de Descartes. Jamais Descartes ne substituera à cette morale provisoire une morale définitive, démontrée, un système de valeurs, jamais. Bon, la morale provisoire, c'est la dernière morale en fait de Descartes. Donc je peux me donner, je dois me donner, parce que j'ai tort de dire je peux, je dois me donner des certitudes provisoires, des certitudes pour l'action, parce qu'il est impossible, encore une fois, d'agir autrement qu'avec ces certitudes provisoires. Et c'est ce qui permet à Descartes de distinguer l'intellect et la volonté. Je peux mobiliser ma volonté sans l'accompagner d'une certitude intellectuelle. C'est pour ça que Descartes insiste sur cette division de nos facultés. Nous avons un entendement qui, lui, peut être extrêmement exigeant, suspendre le jugement tant qu'on n'a pas atteint quelque chose qu'on considère comme une vérité absolue, démontrée et irréfutable. Bon, le cogito sera la première de ces vérités, et puis les vérités provisoires de la morale. Donc, réponse aux objections pratiques, on peut être sceptique et se donner une morale par provision. Si je reviens à Pyrrhon, et cela lui a été reproché parce que là encore on a mal compris en son temps quelle était son attitude, à un moment donné, Pyrrhon, qui est une notabilité dans sa cité, à Élise, on lui donne la direction d'un temple. Ben, il accepte. Il accepte. Pourquoi? Parce que refuser cette fonction, ce serait attribuer une importance extraordinaire aux dieux de la cité, au temple, à la religion. Non, il est dans l'indifférence. On lui confie une fonction, il accomplit cette fonction. Ça ne signifie en aucun cas une adhésion au dogme religieux de l'époque, et donc morale par provision. Quand Descartes crée une morale par provision, au fond, il rend hommage, sans doute en le sachant, mais en faisant semblant de ne pas le savoir, à Pyrrhon d'Élise. Alors, nous allons montrer maintenant la richesse de cette philosophie. Et je vais essayer de vous montrer, Alain Depied disait avec un peu d'ironie que vous allez sortir de cette conférence avec un océan de doutes. Je n'en suis pas tout à fait convaincu personnellement. Je vais essayer quand même de vous donner, non pas des certitudes, mais des pistes qui vous permettront de sortir de ce soi-disant océan de doutes. Richesse de la philosophie sceptique. Pour plusieurs raisons. La première raison est historique. Je vous ai donné les dates concernant Pyrrhon, 360-270, donc fin du IVe siècle, début du IIIe. Philosophie tardive. Le scepticisme ne pouvait être qu'une philosophie tardive. On ne voit pas comment la philosophie aurait pu commencer par le scepticisme. Et d'ailleurs, Marcel Conche, dans un texte que je lirai ou que je ne lirai pas tout à l'heure, je vous lirai certains extraits, considère que c'est sans doute la faiblesse de Descartes que de vouloir commencer par le doute. On ne commence pas par le doute. Bon, on doute parce qu'on a déjà franchi des étapes et qu'à un moment donné, on va essayer de mettre en examen quelque chose qu'on croyait être la vérité. Bien. Donc le scepticisme est une philosophie tardive, une philosophie qui prend acte, au fond, des contradictions de toutes les philosophies dogmatiques qui ont précédé. Au fond, le père du scepticisme, qui est Pyrrhon, bénéficie de toute la tradition hellénique, plusieurs siècles de philosophie, parce que je rappelle avec insistance, mais je l'ai tellement dit au cours des années que je pense vous en avoir définitivement convaincu, c'est pas Socrate qui est le premier philosophe. 2 siècles avant Socrate, il y a d'immenses philosophes sur le sol grec qu'on a appelés justement les antésocratiques, Anaximandre, Anaximène, Thalès, et j'en passe, Empédocle et bien d'autres. Donc il y a eu d'immenses philosophes, et Socrate, c'est une étape dans un long chemin qui a commencé 2 siècles avant lui. Bien. Donc,
il a fallu des siècles de philosophie, 3 ou 4 siècles de philosophie, 3 ou 4 siècles durant lesquels des penseurs admirables ont essayé de nous proposer des visions du monde, sinon des systèmes, on n'est pas encore dans des philosophies systématiques, mais en tout cas des images de la réalité, des interprétations de la nature. Il a fallu des siècles pour que arrive Pyrrhon, le père du scepticisme, qui bénéficie de cette tradition et qui va prendre en compte, au fond, les contradictions. Pyrrhon est peut-être le premier qui se dit, bon, mais ces philosophes ne disent pas la même chose. On aurait pu s'en apercevoir avant. Hein, bon. C'est l'œuvre de Christophe Colomb. Comment se fait-il qu'il y ait autant de philosophes, tous remarquables, et qu'aucun d'entre eux ne dit la même chose? Bon. Que ces philosophes se contredisent les uns les autres. Bon. Et les sceptiques sont les premiers à dire quelque chose qui sera répété ensuite périodiquement tout au long de l'histoire de la philosophie. Si un philosophe avait trouvé la vérité, il serait le dernier philosophe. Pourquoi on continue? On continue parce qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin. Et donc on continue en rejetant les insuffisances des philosophies antérieures. La philosophie est un chemin éternel, hein, où on rejette ceux qui nous ont précédés pour essayer d'aller dans une direction un peu différente. Donc, philosophie tardive, après le scepticisme, il n'y aura que 2 autres philosophies qui viendront au monde sur le sol grec, qui sont le stoïcisme et l'épicurisme. Le stoïcisme est pratiquement contemporain. Donc, ces philosophies tardives, qui sont le scepticisme, le stoïcisme et l'épicurisme, ont ceci de très remarquable. Et Hegel, encore une fois, je reviens à Hegel, parce qu'il a dit des choses très sensées, bien souvent, c'est un grand historien des idées, Hegel. Eh bien, ces philosophies tardives ont bénéficié de tout l'apport des philosophies antérieures, et on trouve une richesse dans ces philosophies tardives qui est évidemment considérable. Donc le scepticisme, qu'on présente parfois comme une sorte de point de départ, non, c'est plutôt un point d'arrivée qu'un point de départ. Il tire le bilan des premiers siècles de philosophie, un peu comme Kant au XVIIIe siècle prendra acte de l'échec des recherches métaphysiques qui l'ont précédé, en rejetant dos à dos le scepticisme et le dogmatisme, l'idéalisme et le scepticisme. Donc nous avons une philosophie qui est riche de par son caractère tardif, nous avons une philosophie qui est riche de par son argumentation logique. Les sceptiques sont de redoutables logiciens. Ils nous ont laissé de véritables trésors sur le plan logique. Le scepticisme, précisément parce qu'il a été confronté à toutes ces objections que nous avons vues, il serait contradictoire, il serait incapable d'être pris au sérieux, eh bien, ce scepticisme a dû répondre à toutes ces objections, et pour cela, il a construit un arsenal logique tout à fait remarquable qui viendra alimenter toute la philosophie occidentale. Mais, je l'ai déjà dit, je reviens cette fois plus nettement, rares sont les philosophes occidentaux qui rendent hommage au scepticisme, parce que le scepticisme a mauvaise presse, nous l'avons dit et je le répète. Descartes le premier, qui s'alimente largement aux arguments sceptiques et qui pourtant a une peur bleue de passer pour un sceptique. Donc, d'innombrables philosophes se sont nourris de l'argumentation sceptique, en particulier sur le plan logique, sans jamais avouer leurs sources et leurs dettes à l'égard du scepticisme. Il faut lire un sceptique latin, Sextus Empiricus, Sexte l'Empirique, qui a vécu de 150 à 230 au début de notre ère. Sextus Empiricus a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Esquisses pyrrhoniennes, qui sont un véritable monument de subtilité logique. Il y a des trésors vraiment d'argumentation dans ce livre de Sextus Empiricus, Les Esquisses pyrrhoniennes. Il a fallu attendre peut-être le XXe siècle. Il a fallu peut-être attendre les recherches de Marcel Conche, et en particulier ce livre qui est un des plus difficiles peut-être. Je ne sais pas si j'ai raison d'ailleurs de dire ça, mais c'est un livre exigeant en tout cas. Ce livre qui s'intitule Pyrrhon ou l'apparence. C'est un livre presque unique, parce qu'encore une fois, plus personne ne parlait des sceptiques et plus personne ne parlait de Pyrrhon.
Marcel Conche a pris à bras le corps, au fond, à relever ce défi, comprendre la philosophie de Piron. On a très peu de choses, évidemment, de Piron, on a très peu de textes, et l'ouvrage de Marcel Conche, qui est donc Piron ou l'apparence, cet ouvrage commente, alors il faut être un philosophe pour faire ça, hein, en 324 pages, deux mots de Piron, ou Malone, pas plus ceci que cela, ou Malone. Hein. Il y a 324 pages de commentaires de ces deux mots de Piron. Et croyez-moi, elles ne sont pas de trop, ces 324 pages. Donc, d'après Conche, pour le scepticisme, il n'existe que des apparences. Et cette affirmation est infiniment troublante, si on y réfléchit bien. Pour nous, nous sommes prisonniers d'un système binaire que nous avons hérité de toute la tradition, qui nous vient de Platon en particulier, mais avec beaucoup d'autres. On oppose l'être et l'apparaître. Heidegger a repris, hein, et puis Marcel Conche connaissait bien Heidegger. Il a prononcé de très belles conférences sur Heidegger que j'ai eu l'occasion de préfacer, qui ont été éditées par Jean-Claude Gross au Cahier de l'Égaré. Donc, Heidegger a commenté ces textes-là, cette notion d'apparence, cette dualité, être-apparaître. L'apparaître, c'est le contraire de l'être, l'être, c'est le contraire de l'apparaître. Derrière l'apparence, qui est trompeuse, il y a l'essence, il y a l'être, il y a la réalité ultime, éternelle. Hein, les apparences ne peuvent fonctionner que sous forme de dualité par rapport à la notion d'être. Or, Marcel Conche, commentant Piron, nous dit non, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Il n'existe que des apparences. Il n'y a aucun être derrière les apparences, ce qui amène Marcel Conche à parler d'apparence absolue, ce qui semble une monstruosité d'un point de vue logique. Apparence absolue. C'est l'être qui est absolu, l'apparence. Oui, mais s'il n'y a que des apparences, s'il n'y a rien derrière les apparences, s'il n'y a pas d'être stable derrière les apparences, alors on peut parler effectivement sans se contredire, aussi troublant que cela soit, parce que cela ébranle toutes nos convictions et tout ce qu'on nous a mis dans l'esprit depuis notre petite enfance, hein, bon, l'opposition de l'être et de l'apparaître. Je lis quelques mots qu'on trouve dans l'introduction de Piron ou l'apparence. Si la notion d'être s'évanouit, ce qui s'évanouit aussi, c'est la notion d'apparence en tant que l'un des pôles de la relation apparence-être. Qu'est-ce à dire? Ce qu'il y a, l'ensemble des choses, même si cela ne peut pas dire être dit être, n'est pourtant pas absolument rien. De là une nouvelle notion, le phénoménon, terme grec qu'on va retrouver dans la phénoménologie au XXe siècle. Le phénoménon, comme n'étant ni apparence de l'apparence d'un être, hein, ce qu'un être donne à voir mais qui n'est pas vraiment lui-même, l'image, bon, ni apparence de, ni apparence pour un être qui n'est pas la même que l'apparence pour un autre individu. Bon. Non, cette apparence, puisqu'elle est seule, et qu'elle n'est pas en dualité, en opposition avec un être véritable, elle n'est ni apparence de, ni apparence pour. C'est évidemment très troublant. Mais apparence qui ne laisse rien en dehors d'elle, apparence universelle ou absolue. Et un peu plus loin, Marcel Conche écrit « Si la réalité s'épuise dans le pur paraître, ce qui s'évanouit avec les deux côtés de l'apparence relative et de l'essence, c'est le côté de l'éternel. La notion d'apparence absolue signifie l'évanouissement de l'éternel. » J'exige beaucoup de vous cet après-midi, j'en suis conscient, je le vois à vos têtes inquiètes, hein, mais croyez-moi, ça vaut vraiment la peine de faire quelques efforts intellectuels pour se porter à la hauteur de cette notion infiniment troublante et apparemment contradictoire d'apparence absolue. Et ce qui m'a touché et ce qui m'a peut-être rapproché de Marcel Conche, et je vais évoquer cela dans les derniers temps de cette conférence,
c'est que j'ai trouvé exactement la même idée dans le Gai savoir de Nietzsche. Dans le Gai savoir de Nietzsche, vous avez un texte tout à fait remarquable où Nietzsche dit presque mot à mot ce que dit Marcel Conche. Marcel Conche apparemment ne connaissait pas ou n'avait pas interprété ce texte de Nietzsche. C'est moi qui lui ai proposé cette comparaison, cette relation entre sa philosophie et celle de Nietzsche. Nietzsche dit dans le Gai savoir, effectivement, si ma conception est acceptable, il n'y a plus ni être ni apparaître. Il n'y a plus ni être ni apparaître, puisque l'apparaître ne peut pas être le contraire de l'être. Notre notion d'apparence semble inséparable de la notion d'être. L'apparence n'est pas l'être. Elle est ce qui apparaît de l'être, mais qui n'est pas l'être lui-même. Bon. S'il n'y a plus d'être, l'apparaître change. Il n'y a plus que l'apparaître, donc l'apparaître cesse d'avoir les qualités qu'on lui prête généralement de douteux, de fragile, d'inconsistant, de relative, d'où la notion d'apparence absolue. D'apparence absolue. On va mieux comprendre ça, en tout cas, dans la suite. Donc, richesse de cette position métaphysique de Conche, oui, et de Piron, et ouverture exceptionnelle de cette philosophie. Alors, j'ai eu la chance, je vous l'ai dit bien souvent ces dernières années, j'ai eu la chance de connaître et de rencontrer Marcel Conche. Vous voyez, je suis très ému devant cette vieille photographie. C'était la première fois que je rencontrais Marcel Conche, c'était en 2000 ou 2001. C'était à Treffort, dans l'Ain, où il vivait. Et entre cette photographie et aujourd'hui, j'ai pris un coup de vieux. Merci de me le faire remarquer. Marcel Conche, lui, n'a pas pris un coup de vieux, il est mort. Bon, ce qui est plus grave, sans doute, comme situation. Mais entre-temps, il est arrivé quand même un certain nombre d'événements marquants. Donc, il habitait la maison familiale de Treffort, dans l'Ain. C'est là où je l'ai rencontré. C'est cette photographie qui rappelle ce moment, qui m'a profondément marqué. Mais ensuite, quelques années plus tard, et ça a fait la une du Nouvel Observateur et de toute la presse et des télévisions, il est tombé amoureux à 85 ans. Bon, Marcel Conche était marié très très jeune. Il a soigné avec beaucoup d'abnégation son épouse pendant des années qui était atteinte d'une grave maladie invalidante. Et puis, cette épouse est décédée. Il n'avait jamais été spécialement porté sur la relation amoureuse. Et à 85 ans, il tombe amoureux. Réellement amoureux, au sens fort du terme, d'une jeune femme qui avait entamé une correspondance avec lui, donc de lettre en lettre, les liens s'étaient noués, et elle lui avait dit, écoutez, moi je connais bien le sanskrit, j'ai beaucoup travaillé sur les textes de l'Inde, je vais vous apprendre le sanskrit, vous allez m'apprendre le grec. Hein. Et Marcel Conche dit, chiche, hein, bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met quelques bouquins dans sa vieille voiture et il prend le bateau et il part en Corse. Et il va s'installer en Corse à 1 ou 2 kilomètres de Émilie, cette jeune femme. Et il a vécu donc 2 ou 3 ans en Corse, mais évidemment, il ne s'est rien passé. Évidemment, j'ai tort de dire évidemment. Mais oui. Vous avez raison, j'ai tort de dire. Je retire mon évidemment. Donc, il ne s'est rien passé. Et il a été assez déçu, en réalité, de la façon où il aurait au moins voulu créer une véritable amitié. Mais au bout de 2 ans, Émilie lui annonce son mariage avec un homme que Marcel Conche jugeait plutôt médiocre. Bon, heureusement, Marcel Conche avait trouvé un grand ami qui est décédé quelques mois à peine après lui. Donc c'était dans la plaine orientale de la Corse, du côté d'Aléria. Voilà, donc cet épisode. Et ensuite, alors au lieu de revenir s'installer à Treffort, pour des raisons que je ne connais pas précisément, il est allé s'installer dans la maison familiale de Corrèze. Et c'est là que je suis allé le rencontrer pendant des années. Et puis, ses forces commençant à décliner, il est revenu pour les dernières années de sa vie, se réinstaller à Treffort. Et c'est là qu'il a connu l'un des rares échecs de sa vie. Il est mort à 1 mois de ses 100 ans. Il n'a pas réussi à atteindre le centenaire. Il est mort donc en février 2022. On lui a rendu un grand hommage au Théâtre des Comonies avec Jean-Claude Gross, c'est Jean-Claude Gross qui m'a fait connaître en fait Marcel Conche. Mais pour vous donner
un premier élément, avant de vous parler plus en détail de Marcel Conche, nous allons donc, grâce à Marcel Conche, vérifier ce qu'est cette philosophie sceptique et la grandeur quand même de cette philosophie. Mais pour vous donner un indice simplement, pour vous montrer qu'on est devant un homme quand même assez exceptionnel. Donc ces conversations avec Émilie l'amènent à s'intéresser à quelque chose qu'il avait négligé toute sa vie durant, la pensée orientale, la pensée indienne, la pensée chinoise. Et Marcel Conche décide à 80 ans, ça peut donner beaucoup d'espoir à certains d'entre nous, il décide à 80 ans d'apprendre les idéogrammes chinois. Il apprend les idéogrammes chinois et il traduit le Tao Te Ching de Lao Tzu. Il pensait que les traductions étaient épouvantables et la traduction existe aujourd'hui, elle fait autorité, elle est remarquable. Donc à 80 ans, il traduit Lao Tzu, il apprend les idéogrammes chinois et il traduit Lao Tzu. Et on comprend quand on lit le Tao Te Ching et en particulier donc certaines formules de Lao Tzu, qu'est-ce qui fait que Marcel Conche s'est senti parenté avec ce penseur chinois. Dans le Tao Te Ching, vous trouvez cette formule en particulier, très conchienne si j'ose dire. Savoir et penser que nous ne savons rien, c'est la plus haute réalisation. Ne pas savoir et penser que nous savons est un mal épouvantable. C'est très joli ça, hein, je relis. Savoir et penser que nous ne savons rien est la plus haute réalisation. Ne pas savoir et penser que nous savons est un mal épouvantable. Donc nous allons montrer dans la dernière partie de cette conférence la valeur, mettre en évidence la valeur du doute avec l'exemple privilégié de la philosophie de Marcel Conche. Marcel Conche a raconté à plusieurs reprises son itinéraire philosophique. Là aussi, c'est un point commun que je trouve avec Nietzsche, et c'est pour ça que nous sommes devant deux penseurs qui me touchent particulièrement. De même que Nietzsche nous a beaucoup parlé de son itinéraire, nous a laissé d'innombrables, je le disais l'autre jour, avant-hier, à Hollywood, je faisais une conférence. Nietzsche est un philosophe qui nous a laissé vraiment des trésors dans ses cahiers non publiés, mais aussi dans ses œuvres publiées, pour nous aider à comprendre quel est son itinéraire, par où il est passé, pourquoi ses idées ont évolué. Donc, et j'en veux beaucoup à certains commentateurs de Nietzsche d'utiliser aussi peu ce trésor. Nietzsche est le philosophe qui nous aide le mieux à comprendre Nietzsche. Hein. Bon, oui, mais ce n'est pas toujours le cas chez les autres philosophes. Hein. Bon. Eh bien, Marcel Conche est un peu comparable. Hein. Marcel Conche, à partir des années 90, a beaucoup réfléchi sur son propre cheminement. Et donc, il a publié Vivre et philosopher en 98. Il est interviewé par une philosophe italienne, Lucille Laveggi. Donc, c'est un livre très intéressant, un interview. Et il se livre beaucoup. Ensuite, il publie Confession d'un philosophe en 2003. Et il répond dans ce livre aux questions de son ancien étudiant, qui est plus célèbre que lui, peut-être est-ce dommage, chacun décidera, qui est André Comte-Sponville. Hein? André Comte-Sponville doit énormément à Marcel Conche et ne l'a jamais caché. Il a été l'étudiant de Marcel Conche en Sorbonne. Marcel Conche a enseigné pendant 25 ans à la Sorbonne et André Comte-Sponville a été son étudiant. Donc, Confession d'un philosophe, c'est un livre à deux voix qui est extrêmement intéressant, un dialogue entre Marcel Conche et Comte-Sponville. Et puis, plus tardivement, en 2005, Philosopher à l'infini, un livre dans lequel il commence, je vous l'avais cité il y a quelques années, il dit « Quand j'étais enfant, dans le champ de mes parents, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait, si j'allais jusqu'au bout du champ, si je traversais la route, bon, et c'est là que je suis devenu philosophe. » Voilà, il nous raconte un petit peu son enfant. Donc Marcel Conche a d'abord été instituteur, il était fils d'un paysan de Corrèze, donc on lui fait présenter le concours de l'école normale, et parce qu'on considérait un peu dangereux, on est dans la vague qui amènera au fond à Pétain et à une forme de collaboration. Les dignitaires de l'époque considéraient un peu dangereux qu'on laisse les normaliens entre eux, et donc ils ont obligé les normaliens à aller au lycée. Bon.
Et donc Marcel Conche va au lycée de Tulle et découvre la philosophie. Et il raconte par exemple que dès sa première communion, il avait dépensé tout l'argent qu'on lui avait donné pour sa première communion pour commander des petits livres de philosophie chez Hachette, etc. Donc il découvre la philosophie et il part à Paris avec les faibles moyens qui étaient les siens. Il passe l'agrégation de philosophie. Il va enseigner à Versailles et puis ensuite dans 2 universités, à Lille, où il a été l'assistant d'Erivail, qui a été mon professeur de philosophie à Nice. Vous voyez, le monde est petit, il y a quand même des connivences un peu troublantes parfois. Donc il a été l'assistant d'Erivail et puis ensuite il a été nommé en Sorbonne, où il a passé 25 ans dans une chaire de la Sorbonne. Jusqu'alors, nous dit Marcel Conche, quand vous lisez l'un de ses 3 ouvrages, Marcel Conche était un philosophe classique, un bon agrégé de philosophie, à qui on avait fait réciter son Descartes et son Kant. Donc il était pétri de culture philosophique classique. Et un véritable bouleversement s'est produit quand il découvre, un peu par hasard, Montaigne. Il n'avait jamais lu Montaigne. Il découvre Montaigne et c'est un bouleversement complet. Donc il publie à compte d'auteur et pour ça il crée sa propre maison d'édition. Il publie un Montaigne aux éditions Segers, mais il est très mécontent du travail qui est accompli par Segers et donc il va créer sa maison d'édition, les éditions de Mégare, dans lesquelles il va publier tous ses premiers livres de philosophie qui ensuite ont été rachetés par les presses universitaires de France. Donc Montaigne, c'est une révélation. C'est une révélation pour lui qui l'amène à remettre en cause tout ce qu'on lui avait appris traditionnellement de la philosophie classique, dogmatique, Descartes, Kant, etc. Et donc Montaigne le séduit totalement. C'est une révolution pour lui que cette lecture de Montaigne, et il en déduit rapidement que la seule philosophie possible, au fond, c'est la philosophie sceptique. Et sur ce plan-là, on retrouve évidemment le problème de la tension ou de la contradiction entre le scepticisme et le dogmatisme. Bon. Mais vous allez voir qu'il y a une réponse chez Marcel Conche à cette tension, sinon contradiction. Marcel Conche est catégorique quand il dit, à d'innombrables reprises dans ses œuvres, la seule philosophie possible, c'est la philosophie sceptique. Il n'y a pas d'autre philosophie possible que la philosophie sceptique. Et je vous donne lecture d'une page qui est l'une des plus transparentes, des plus belles, qui est écrit Marcel Conche sur ce plan-là. C'est dans le sens de la philosophie. C'est un très beau petit livre d'une 60aine de pages. Vous allez voir ce qui est écrit dans ce livre. L'esprit du scepticisme ne fait qu'un avec l'esprit de la philosophie. La philosophie est sceptique dans son essence même. Scepticisme et philosophie ne font qu'un. C'est pourquoi il n'y a pas de fin de la philosophie. La philosophie ne connaît pas l'arrêt. J'ai pris une route par laquelle j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde, dit Montaigne. Voilà, il cite Montaigne. C'est en lisant Montaigne, cette idée. Le dogmatique est le philosophe qui s'arrête trop tôt. Il enferme la vérité dans la masse du système et il croit la question réglée. Qu'est-ce que l'homme? Que signifie-t-il? Que signifie la mort? Ces questions débouchent sur un grand vide. Les religions, les métaphysiques, par toutes sortes de fictions, essayent de combler ce vide. Mais le gouffre est sans fond. La vérité est au fond du puits, dit Démocrite. Oui, un puits sans fond. Très beau texte, très bien écrit. Donc la philosophie est sceptique et ne peut pas être autre chose que sceptique. Mais le doute n'empêche nullement, et là j'introduis une notion qui est essentielle pour comprendre la philosophie de Marcel Conche, ce doute n'empêche nullement ce qu'il appelle des convictions vécues. Et Marcel Conche opère une distinction fondamentale entre ce qu'il appelle le scepticisme pour soi et le scepticisme à l'intention d'autrui. Et là où cette distinction me semble être la plus nette, c'est dans Présence de la nature, qui est un livre qui fait partie de la dernière étape de la philosophie de Marcel Conche.
je lis ce paragraphe, vous allez voir, il est tout à fait important. La nature est pour moi la totalité des choses. Il n'y a pas de surnaturel. C'est à mes yeux une évidence. Mais ce n'est pas une évidence naïve. C'est une évidence qui suppose un long parcours, c'est une évidence advenue. De ce qui est pour moi la vérité, je ne puis faire la preuve de manière à convaincre autrui. C'est pourquoi je me dis sceptique, mais c'est un scepticisme à l'intention d'autrui. Il ne signifie pas que j'ai le moindre doute quant au bien fondé de ma position métaphysique, mais seulement que, de ce qui est pour moi la vérité, je renonce à faire la preuve pour les autres. Et cela non pas par incapacité de trouver une telle preuve, mais parce que, par principe, dans le domaine de la métaphysique, dont l'objet est la totalité des choses en tant que totalité, il ne saurait y avoir de preuve. En d'autres termes, je ne doute pas en fait, mais j'admets qu'en droit, le doute est permis et le sera toujours. Il appartient au philosophe d'être absolument fidèle à lui-même et de développer son propre regard, et nul ne peut contester le regard de l'autre. Vous voyez, ce trésor de, j'emploie un mot que j'aime pas beaucoup, mais on n'a pas beaucoup d'équivalent malheureusement, qui est le mot tolérance. Vous savez qu'on a souvent dit la tolérance, il y a des maisons pour ça, on disait ça à une certaine époque. Bon, mais on a peu d'équivalents. Donc on a effectivement une sorte de trésor de tolérance, d'ouverture dans ces formules. Voilà. Que nous dit Marcel Conche, conviction vécue. J'ai forgé au cours de mon interrogation qui a commencé dès la petite enfance, parce que nous sommes tous philosophes, c'est une affirmation constante. Là encore, point de rencontre avec Nietzsche qui dit nous sommes tous philosophes, savants, etc. Bon, on est tous philosophes. On ne peut pas ne pas être philosophe. L'homme s'interroge sur la mort, on le verra dans quelques instants. Tout homme est philosophe, sinon il n'est pas humain. Bien. Mais donc le philosophe, au cours de son cheminement, de sa méditation, c'est un terme qui est souvent employé par Marcel Conche, arrive à des convictions vécues, des convictions pour lui, mais il ne veut pas imposer aux autres ces convictions parce qu'elles ne sont pas des vérités, il n'a pas de preuves définitives, d'arguments majeurs par lesquels il pourrait imposer, sinon il se prendrait pour le dernier philosophe. Et c'est en contradiction absolue avec le scepticisme, vous l'avez compris. Un philosophe qui prétendrait atteindre la vérité devrait dire « je suis le dernier philosophe ». Bon, je suis le dernier. Alors il y a quelqu'un qui a presque été jusque-là, que j'ai cité en début de conférence, c'est Hegel. Hegel, dès son premier livre, qui s'appelle « La phénoménologie de l'esprit » en 1806, écrit un chapitre dont le titre est d'une modestie renversante, « Le savoir absolu ». Le savoir absolu. Hegel, lui, est persuadé qu'il est le dernier philosophe. Et il le dit pratiquement noir sur blanc. Donc c'est cohérent, c'est fou, c'est pathologique, vous l'accorderez. Mais c'est cohérent, c'est cohérent. Effectivement, un philosophe qui prétend avoir atteint la vérité doit dire « je suis le dernier philosophe ». Il n'y aura plus de philosophie après moi puisque j'ai atteint la vérité. Bon. Mais si je rejette ce fantasme d'un arrêt de la marche, pour reprendre la métaphore que nous avons rencontrée tout à l'heure sous la plume de Marcel Conche, aucun philosophe ne pourra se dire le dernier philosophe, et donc la position sceptique est l'ultime position possible. Je construis pour moi-même ma propre vision, ma propre conception. J'y crois beaucoup parce que j'ai répondu à toutes les objections que j'ai pu m'adresser à moi-même ou qui sont venues de l'extérieur. Mais j'admets, bien sûr, qu'il ne s'agit pas d'une vérité au sens profond du terme, que d'autres hommes ont d'autres approches, ressentent les choses différemment, construisent une philosophie différente, qui a toute leur place, et je ne voudrais en aucun cas leur imposer ma propre philosophie. Voilà ce distinguo vraiment capital qui est repris dans tous les textes où Marcel Conche est interrogé sur son itinéraire. Elle règle une partie, me semble-t-il, des difficultés de la position sceptique que nous avons inventoriée tout à l'heure. La seconde difficulté, nous l'avons vu au début de la conférence, c'est la question de la morale, c'est la question du relativisme, que semble impliquer toute position sceptique. Et sur ce plan, Marcel Conche trouble ses lecteurs, et m'a troublé moi-même profondément, je n'ai aucune raison de vous le cacher. Parce que ce sceptique qu'est Marcel Conche prêche un absolu moral.
l'absolu des droits de l'homme. Sa première apparition sur la scène philosophique, c'est un article qu'il a publié dans la revue des professeurs de philosophie, dans laquelle je suis moi-même intervenu bien souvent, la revue de l'enseignement philosophique. C'est un article publié au début des années 50 sur la violence faite aux enfants. Marcel Conche dit les théologiens peuvent répondre à tous les arguments possibles et imaginables, la présence du mal dans le monde, mais je n'ai jamais lu l'ombre d'une réponse sur la violence faite aux enfants, qui est le mal absolu, puisque l'enfant n'a pas encore les arguments, les rouages intellectuels qui lui permettraient de prendre une distance. Donc cette violence, il la vit absolument dans son corps et dans son âme. Elle est terrifiante, elle est insurpassable. Et donc Marcel Conche écrit ce très beau texte et il ne bougera pas d'un iota sur cette position-là. Alors, est-ce que Marcel Conche est un philosophe contradictoire, lui le sceptique qui défend l'idée d'un absolu moral? On va essayer de répondre à cette difficulté. En fait, son scepticisme, c'est un scepticisme, je dirais, de la lucidité. Son scepticisme, c'est une philosophie de la lucidité, c'est-à-dire de la pleine acceptation de notre condition d'homme. Donc ça, j'étais en retard dans mes diapositives. Et je vais vous lire quelques lignes d'un très beau petit texte dans l'édition originale, l'édition de Mégare, donc maison d'édition créée par Marcel Conche lui-même, La mort et la pensée. La mort et la pensée. Il commence à dire, à la page précédente, au sujet de la mort, il y a trois choses que, à s'en tenir au discours commun, nous savons d'une manière absolument certaine. Ne vous attendez donc pas à une révélation dans ce qui va suivre. Premièrement, que nous mourrons. Si quelqu'un a un doute à ce sujet, il sera le bienvenu dans le débat qui suivra ma conférence. Premièrement, que nous mourrons. Deuxièmement, que nous ne savons pas ce que cela veut dire. Troisièmement, que nul homme ne le saura jamais. Voilà les premières certitudes qui font qu'on est tous philosophes, parce qu'on rencontre cette idée de la mort, cette certitude qui n'est pas une vérité. Il dit un peu plus tard, c'est pas une vérité. Bon, c'est une certitude, c'est pas une vérité. Il n'y a pas de démonstration, et j'en ai pas besoin d'ailleurs de démonstration à ce sujet. Alors à la page suivante, on a ces quelques lignes qui sont importantes. Notons d'abord ceci. La conviction que chacun a de sa mort comme une vérité première est liée à un sentiment d'impuissance insurmontable. Nous savons que nous mourrons et que nous n'y pouvons rien. La mort est la toute puissance, comme dirait Pindare, le poète grec. Quelle que soit notre puissance, nous savons que devant la mort, elle ne peut rien, ce qui du reste rend vaine en dernière analyse toute acquisition de puissance. Au fond de tout être humain, ce que l'on trouve, c'est le sentiment primordial d'une impuissance radicale et absolue. Aucune volonté de puissance et aucune acquisition de puissance ne peuvent jamais effacer ce sentiment-là. Comme il parle de volonté de puissance, dans les lignes suivantes, il s'attaque à Nietzsche, mais je ne peux pas vous lire ces phrases qui me feraient trop souffrir. Alors, je vais ajouter un complément aux réponses qu'a donné Marcel Conche sur cette question essentielle. Et sur ce point, on a eu un débat inachevé, malheureusement, et qui restera inachevable. Je l'ai un peu titillé, je l'ai parfois gêné, mais il n'a jamais voulu aller dans la direction que je lui proposais. Mon idée, c'est la suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas relier, au fond, nos limites intellectuelles, donc le scepticisme, et cet absolu moral qui s'est imposé en Europe à partir du moment où on est sorti précisément des illusions métaphysiques. Autrement dit, j'ai posé directement cette question à Marcel Conche. Est-ce que ce n'est pas notre faiblesse elle-même, par rapport à la mort, bien entendu, avant toute chose? Est-ce que ce n'est pas notre faiblesse elle-même, la fragilité extrême de notre position au sein de la nature infinie, qui exige de nous un respect absolu à l'égard de tous ceux qui sont avec nous embarqués dans la même misère? Je mourrai, nous mourrons, nous sommes tous mortels. Donc cette fragilité qui est la mienne, c'est celle de tout humain,
hein. Et c'est parce que je sens que les autres, quel que soit le degré de puissance qu'ils ont atteint ou qu'ils croient avoir atteint, qui est ridicule par rapport et dérisoire par rapport au fait de la mort elle-même, eh bien, cette fragilité me rapproche de l'autre, crée, j'emploie un terme qui n'est pas du tout de Marcel Conche, que Cyrulnik aime bien, d'empathie. Hein, cela crée une empathie avec tous les humains, une sorte d'universel humain sur lequel Marcel Conche a beaucoup écrit dans son livre Le fondement de la morale. Bon. Lui qui n'a rien fondé et qui n'a aucun dogme, il a pensé qu'il y a un fondement de la morale et j'ai essayé de lui faire dire, mais je n'y suis pas parvenu, je vous l'avoue humblement, j'ai essayé de lui faire dire que ce fondement de la morale, que cet absolu moral est lié à la prise de conscience de l'universelle fragilité de l'humain. Sa réponse a été la suivante, je vous la livre telle qu'il me l'a donnée. La fragilité de l'humain, c'est une position métaphysique. C'est une position métaphysique et je ne peux pas fonder ma morale sur une position métaphysique, je contredirais tout ce que j'ai écrit, il n'y a pas de vérité sur le plan métaphysique et donc cette fragilité, c'est une affirmation métaphysique, c'est un dogme, c'est une conviction vécue pour moi, on retrouve notre distinguo de tout à l'heure, mais ça n'est pas une vérité et donc je ne peux pas fonder la morale sur quelque chose de fragile, parce que c'est fragile, c'est une conviction métaphysique, donc fragile. Mais je vous dis tout de suite, il ne m'a pas convaincu du tout, Marcel Conche. Et j'ai eu une sorte de preuve que je n'étais pas tout à fait dans le délire quand je lui ai posé un jour, je crois que c'était à Treffort encore, quel est le philosophe qu'il est le plus important de lire et de relire? Je m'attendais à ce qu'il réponde Montaigne. Hein. Vu l'importance qu'a eu Montaigne dans son cheminement, j'étais persuadé qu'il allait me dire « bien sûr, c'est Montaigne ». Ce n'est pas du tout ce qu'il a répondu. Il m'a dit « c'est Pascal ». C'est Pascal. C'est Blaise Pascal. Le Pascal des deux infinis, le Pascal tragique, hein, qui a dépeint mieux que quiconque le désarroi de l'humain dans un univers qui n'est pas à notre mesure, le silence de ces espaces infinis m'effraie. Bon, la description que fait Pascal du caractère ridicule de l'humain au sein de la nature infinie, eh bien, c'est cette fragilité dont parle Marcel Conche, et je reste convaincu, j'ai essayé de convaincre Marcel Conche, j'y suis pas arrivé, mais moi je reste convaincu, parce que je suis têtu, autant que lui, hein, moi le Corse autant que lui le Corrézien, donc je reste convaincu que mon hypothèse tient la route. Je conclurai cette conférence par une belle formule de Pilar Sánchez Orozco. Alors Pilar Sánchez Orozco, j'avais fait sa connaissance au début des années 2000, c'est la première fois où j'ai rencontré Marcel Conche, mais je ne le connaissais pas, on n'a pas dialogué véritablement ensemble, c'est à Treffort, la photo que vous avez vue tout à l'heure, que j'ai rencontré vraiment pour la première fois, suivi de très nombreuses fois, Marcel Conche. Mais j'étais à un congrès de philosophie, le congrès de philosophie de langue française à Nice, et j'ai vu Marcel Conche, qui a prononcé une magnifique conférence sur le fait que la philosophie est grecque, restera grecque, et il est arrivé à ce congrès au bras, si j'ose dire, d'une très belle jeune femme espagnole, Pilar Sánchez Orozco. Et c'est vrai que quand on connaît un petit peu l'itinéraire de Marcel Conche à partir des années 90 et surtout 2000, Marcel Conche avait une grande fascination pour les très jeunes femmes. Tout bien, tout honneur, hein, mais il attirait beaucoup les jeunes femmes, je l'ai constaté. L'une de celles qui a été le plus fascinée par Marcel Conche, je vous livre un scoop, mais que ça ne sorte pas de cette salle, c'est la princesse de Monaco, hein, qui lui a rendu visite à de très nombreuses reprises. Et Marcel Conche était très impressionné parce qu'elle arrivait carrément en hélicoptère se poser dans le champ de Treffort. Hein. Tout le monde ne peut pas faire ça. Bien. Donc, Pilar Sánchez Orozco a consacré un livre qui a été traduit, un livre donc publié en langue espagnole, Actualité d'une sagesse tragique. C'est le meilleur livre que vous pouvez lire sur Marcel Conche, de très très loin. C'est un très beau livre. Et Jean-Claude Gross, au Cahier de l'Égaré, donc au Revest, a eu l'idée de faire traduire ce livre. Et j'ai joué un petit rôle dans cette aventure, puisque j'ai proposé à Jean-Claude Gross
j'ai donné à Jean-Claude Gross le nom de deux étudiantes hispanisantes de ma classe de Cannes, à Dumont-d'Urville, qui ont fait cette traduction. Si on avait demandé à un traducteur professionnel, ça aurait coûté une fortune. Elles ont fait un admirable travail. Donc ce livre est traduit par deux étudiantes de Cagnes, de Philippe Granarolo, et j'en suis très fier aujourd'hui encore. Voilà, c'est la meilleure introduction au système. Et voilà ce qu'écrit donc Sancher Pilas dans ce livre. Je lis l'intégralité de la formule, donc un extrait est sur l'écran. L'existence tragique est vécue sous l'horizon de la mort. Bon, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans La mort et la pensée. Or, c'est le destin qui attend tous les hommes. Le sage tragique veut que tous les hommes aient la vie la plus belle possible, la plus noble et digne d'être vécue, la plus féconde, la plus riche en réalisations qui soit source d'orgueil. Cette volonté se manifeste en premier dans l'importance qu'il accorde à l'éducation. Je crois que ces phrases sont très très remarquables. Elles résument assez admirablement l'itinéraire même de Marcel Conche. Elles résolvent partiellement ce qui est quand même, je ne dis pas une contradiction, mais quelque chose qui perturbe les lecteurs de Marcel Conche, c'est ce scepticisme métaphysique allié à une sorte d'absolu moral. C'est perturbant, je ne vous le cache pas, j'ai été gêné par cela, et j'ai essayé de trouver une réponse, mais que Marcel Conche lui-même a rejeté, je vous le disais il y a quelques instants, en essayant de relier son scepticisme métaphysique, cette idée de fragilité de l'humain, avec cette défense de l'humain sous toutes ses versions, l'universel humain. L'universel humain, il est au fond, le seul universel humain, c'est la mort. Bon, il n'y en a pas d'autres. Bon, on ne partage pas la même morale, on ne partage pas la même religion, on ne partage pas la même esthétique, on n'a pas les mêmes goûts, tout nous sépare, mais nous avons en commun, depuis la nuit des temps, et c'est pour ça que je vous disais dans une conférence il y a quelques années, je suis persuadé que vous en souvenez parce que vous êtes d'admirables auditeurs de Philippe Granarolo. Je vous disais il y a quelques années, la véritable naissance de l'humain, ce sont les premières sépultures. C'est pas l'outil. Quantité d'animaux fabriquent des outils extraordinaires. Non, la naissance de l'homme, c'est les premières sépultures, quand l'homme a compris qu'il était mortel, quand l'homme a donné... L'homme, c'est la seule définition qui a résisté de l'humain. Bon. Toutes les autres se sont écroulées. Si vous dites l'homme c'est l'animal parlant, les animaux parlent, communiquent, peut-être mieux que nous, certains d'entre eux. S'ils disent c'est l'animal qui utilise des outils, les animaux utilisent des outils. S'ils disent, à la manière d'Aristote, c'est l'animal raisonnable, mais non, Rousseau a répondu, les animaux sont bien plus raisonnables que nous, ils ne feraient pas les stupidités que nous commettons en longueur d'années et de siècles. Bon, donc la seule définition qui a résisté, et qui résistera, sauf si un jour... l'un d'entre vous, et si c'est le cas, je vous supplie de me communiquer votre information, me montre la photo d'un singe en train d'enterrer son semblable, ou d'un éléphant, que sais-je. Bon, il y a bien un cimetière d'éléphants, mais ce ne sont pas des sépultures. Bon, l'homme, c'est le seul animal qui donne une sépulture à son semblable. Et cette définition, elle reste, elle demeure, et elle est la preuve, effectivement, de cette fragilité de l'humain, de cette conscience de la mort, qui me semble être... Et tant pis si mon très regretté ami Marcel Conche n'était pas d'accord avec moi, qui me semble être, je dirais, le fondement, au fond, de la morale et des droits de l'homme tels qu'il les a défendus. Merci de votre attention.